Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 7 décembre jusqu'à 14h avec Michel Maffezoli, auteur de L'ombre de Dionysos, édition du Cerf. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Alors Michel Maffezoli, on le reçoit toujours, je ne vais pas dire avec un plaisir non dissimulé. Pourquoi ? Parce que tous les domaines qu'il aborde, d'abord, comme je le dis à chaque fois, il nous parsème d'au moins 50 mots de latin par heure, et ça nous fait un plaisir absolument non déguisé. Non, et surtout, soyons sérieux, c'est que ça fait des décennies qu'il observe la société, et il l'observe et il en tire non seulement l'aspect scientifique moelle, mais justement des analyses qui se sont révélées prémonitoire, beaucoup d'entre elles. Alors, vous republiez un livre remarquable que j'avais lu en temps, L'ombre de Dionysos, société Lexio, c'est publié par la société Lexio, L'ombre de Dionysos, et on vous avait reçu il n'y a pas longtemps, Michel Maffezoli, sur les soulèvements, l'ère des soulèvements. Et vous dites, et nous avez dit à l'époque, les soulèvements, c'est là, hein, et c'est là, et plus qu'on ne croit. Mais alors, est-ce qu'on est encore dans cette balancement, cette oscillation entre Dionysos, le plaisir qu'on essaie de restreindre, vous dites vous-même, la joie, la jouissance, etc. Et l'autre côté, le soulèvement, ou est-ce que l'un prépare l'autre ou l'un masque l'autre ? Il y a, de mon point de vue, une vraie relation de l'un à l'autre. Mais permettez-moi, avant de vous répondre, puisque vous rappelez que j'aime beaucoup le latin, et en pensant à cette dame qui vient de parler, que vous disiez supprimer les colloques. Oui. Colloquium, ça veut dire s'embrasser. Symposium, les symposiums, c'est boire du vin ensemble, en grec. Là. Voilà. Boire du vin ensemble. Boire du vin ensemble, symposium. Et congressus in hetero, je ne traduirai pas, mais dans le fond, à l'origine. Nous croyons subodorés. Bon, voilà. Non, alors il ne faut pas supprimer tout ça, vous comprenez, puisque bien c'est sûr. Là justement où on se faisait des formes d'effervescence à l'époque. Ouais. Et alors par rapport maintenant à votre question exactement, oui, moi je considère, pour dire un auteur que j'aimais beaucoup en son temps quand j'étais jeune, Guy Debord, il faut rappeler des banalités de base. Voilà. Et là, la banalité de base, c'est que d'une certaine manière, il y a une vraie déconnexion entre, je dirais, le pouvoir établi et la puissance populaire. Et en la matière, la puissance, le pouvoir établi continue à rester sur les grandes valeurs de travail, d'individualisme, de rationalisme. Alors que de mon point de vue, ce qui est justement le propre même de ces soulèvements en gestation, c'est le fait qu'il y a retour, de mon point de vue, de la figure dionysiaque. Alors c'est quoi ? Expliquez la figure dionysiaque. Dionysos, c'est une belle histoire. Dans la ville de Thèbes, qui est le mythe de la fondation de la cité antique, le promoteur, Cadmos, peu importe le terme, a deux petits-fils. Un auquel il donne la gestion de la cité, c'est Pentée, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le sage gestionnaire, dans le fond. Le bon manager. Voilà, le bon technocrate du moment, le bon énarque. Et la ville commence au fait que, justement, elle a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. On s'ennuie, je pourrais le dire d'une manière plus grossière en la matière. Et à ce moment-là, les femmes, c'est curieux, vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos, qui est de l'autre côté de la mer Égée, qui est en Talaïa actuellement, en Thessalie à l'époque. Il le ramène dans la cité, et ce sont les fameuses Dionysies, les bacchanales. Oui, on a besoin de faire la fête. En gros, le sang coule à minima, Pentée est tué, et la cité retrouve son âme. Voilà pourquoi, si vous voulez, moi, il me paraît que justement, à l'opposé d'une asepsie de la vie sociale, c'est ce que j'indiquais, moi, déjà dans mes livres en 1970, où je rappelais que cette pasteurisation était grave à bien des égards, et que d'une certaine manière, au-delà de cette pasteurisation, asepsie de la vie sociale, etc., peu importe. Sous vide. En gros, se mettre un peu, tout est tranquille, tout est sécurisé, etc. Et bien, du coup, c'est très grave, et à mon sens, le retour de Dionysos contre cette figure apollinienne, qui est une figure, dans le fond, que l'on dit ouranienne, c'est-à-dire qui est tournée vers la raison uniquement. Dionysos est un dieu, permettez-moi le mot, chthonien. Ça veut dire autochtone. Mais alors moi, de cette terre-ci. Oui, on a bien vu, et c'est très bien que vous nous racontiez cela. Mais alors franchement, vous me dites Dionysos, c'est les soulèvements. Mais écoutez, aujourd'hui, Michel Maffezoli, vous le voyez comme moi, on assiste quand même un peu, vous dites oui, le pouvoir, mais le peuple
On dirait comme ça, tout se passe comme si eux aussi étaient aseptisés, le peuple était passif, était résigné. Oui, de temps en temps, il y a quelques petites flambées, quelques manifestations, mais on sent une espèce de passivité, de résignation, cynique ou pas. Et puis d'un autre côté, vous parlez de Dionysos, mais alors le woke, la cancel culture, tous les interdits, le gouvernement par la peur, le management par la peur, c'est pas très dionysiaque tout ça. Ouais, on verra ça. Invitez-moi en janvier. Je sors un livre qui s'appelle Le temps des peurs. J'ai un chapitre sur le wokisme et un chapitre sur le complotisme. Ça s'appelle Le temps des peurs. Le temps des peurs. Oui. Chez Conserve, il va paraître. Voilà, on est dedans. On est dedans en plein, oui. De fait, il y a cette stratégie de la peur. Oui, c'est évident, on va pas le dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, j'ai tendance à dire aussi le peuple se tait. Hein, on le voit. Bon. Ouais. Moi, mon mécanisme. Ouais. J'ai hérité ça d'un sociologue américain, peu importe, qui parle d'un processus de saturation. Et pour montrer quand il y a une saturation, jusqu'au dernier moment, on ne voit pas cette saturation. L'image qu'il donne, c'est le verre d'eau que je sale ou que je sucre. C'est que le dernier grain qui fait que tout d'un coup, on se rend compte que l'eau est saturée. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire que de fait, il y a un niveau de saturation à un moment donné. Voilà. Où tout d'un coup, c'est un petit truc de rien du tout. Le dernier grain de sel qui fait que le verre d'eau est saturé. Et on a quand même des indices. Excusez-moi, bien sûr, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les convois de la liberté. Il y a ce dont personne ne parle. Ces jeunes qui se retrouvent une dizaine de rassemblements musicaux qu'on appelle musique illégale. Les rave parties et compagnie. Tout simplement, ils veulent toucher, ils veulent se toucher, être ensemble. C'est plus la muselière qui est important, c'est plus les gestes barrières. Et ça, pour moi, ce sont des formes de soulèvement. Un autre, beaucoup plus doux, si on peut dire, le processus d'abstentionnisme. Et là-dessus, une forme de soulèvement. Quand on sait qu'il y a 50% ou 53%, enfin je sais plus les chiffres, moi je suis pas un amoureux des chiffres, mais et 84% des jeunes générations qui ne votent pas, c'est une forme de soulèvement, ça. On ne parle jamais des non-inscrits sur les listes électorales, voyez. Additionnons l'abstention, les non-inscrits, vote blanc, vote nul, etc. Un élu actuellement représente, dit-on, 10 à 12% de la population. Ce n'est plus de la représentation, et pour moi c'est une forme de soulèvement. Vous voyez, le soulèvement, c'est à la fois quelque chose qui peut être brutal ou quelque chose qui peut être doux. On va en parler après cette petite pause, tout de suite après cette petite pause avec Michel Maffezoli. Reviendrons-nous dionysiaques ou pas? That is the question. Mais avant de partir en pause, c'est l'heure du grand sapin de Noël Sud Radio. Voilà, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et on accueille Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Vous avez été sélectionné parce que vous êtes le 17e appel. Wow. Et derrière ce 17e appel se cache un cadeau. Oui. Et c'est quoi, Lucien? Et ce cadeau, ce n'est pas n'importe quel cadeau, c'est une Icewatch Solar Power, la montre du moment. Donc félicitations Cédric. Est-ce que vous êtes content? Ah oui, je suis très content. En plus, ça, c'est l'anniversaire de mon petit garçon qui a 2 ans aujourd'hui, donc c'est super. Formidable. Plus question d'être en retard avec une montre Icewatch. C'est ça. C'est une montre à énergie solaire qui puise uniquement son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. Voilà, c'est une montre dans l'air du moment. Donc voilà, le grand sapin de Noël de Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez bien connectés sur Sud Radio toute la journée. Et Cédric, vous n'aurez plus le droit de rater l'émission, hein. Vous avez l'heure. Je ne rate jamais, Monsieur Berkov, votre émission, et j'écoute Sud Radio depuis très longtemps. Merci Cédric. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Français parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, bien sûr. Vous l'êtes aussi, Michel Maffezoli. Calmement l'est aussi, l'ombre de Dionysos. Alors Michel Maffezoli, pendant la pause publicitaire, nous parlions hors antenne, et je vous ai parlé de pouvoir d'achat, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et vous dites, pardon, ça ne me paraît pas le mot le plus important aujourd'hui. C'est un peu scandaleux ce que vous dites, non? Oui, c'est un peu choquant. Moi, j'ai mes sous. Je suis professeur à la retraite. J'ai pas de problème. Mais en même temps, je considère que c'est encore une manière de penser la vie sociale uniquement d'une manière très marxisante, l'infrastructure économique. Voilà. Alors que de mon point de vue, il y a le retour d'une
disons le mot presque, d'une espèce de spiritualité qui grouille, qui s'est. Alors vous le sentez à quoi? Alors tout simplement, je disais que quand on regarde les réseaux Internet, moi, ça me paraît important. Les mots qui apparaissent, c'est solidarité, générosité, partage, entraide, etc. Oui, qui sont des mots archaïques, quand je dis archaïques, c'est-à-dire anciens, fondamentaux. Pour moi, c'est ça, arché en grec, hein, et qui trouvent l'aide du développement technologique. Alors, les réseaux en sont une expression. Mais moi, je vois dans mon petit village des Cévennes, mon petit village perdu dans les montagnes, à Graissac, eh bien, quand j'entends telle voisine qui dit je n'ai pas à manger, l'autre voisine lui dit viens manger à la maison. En fait, je veux dire, il y a des formes d'entraide comme ça qui sont quotidiennes. C'est vrai. Alors, est-ce que ce n'est pas vrai pour les petits villages? Est-ce que c'est vrai pour les grandes villes? Ça, bon, moi, je suis pas là-dessus. Je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne pourrais pas vous le dire. J'aime parler de ce que je connais, hein, ou de ce que je peux observer. Alors, moi, il me paraît, d'après les explorations et ce que l'on me dit, que ces formes d'entraide sont beaucoup plus générales qu'on ne le pense et qu'on ne le dit. Et vous dites que sur les réseaux sociaux, ça se voit. Ah oui, que vous les regardez. Regardez les réseaux sociaux, Internet, Twitter, les réseaux stricto sensu. Ben, moi, je dis, c'est l'expression que j'ai employée, c'est la communion des saints postmodernes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une communion des saints. Non, c'est un vieux qu'on apprenait au catéchisme. Il va être content, Elon Musk. Pour les gens de mon âge, c'est-à-dire une communion. Hein, c'est-à-dire, il y a des relations, des liaisons qui se font, et sur des choses concrètes, d'entraide, véritablement, partage de diverses manières. Alors voilà, moi je dis, soyons-y attentifs. Alors on a le discours officiel comme ça, vertical, hein, c'est-à-dire que les élites, pour moi, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire qui n'ont plus rien à dire, hein, politiques, journalistes, excusez-moi, experts de tous ordres, restent quand même sur les grands schémas qui ont été les schémas du 19e siècle. L'important, c'était le progrès, rationalisme, l'individualisme, et donc tout cela confortait ce qui aboutit au pouvoir d'achat, c'est-à-dire purement quelque chose qui est la cagnotte, qui est l'argent que l'on a. Non, moi il me paraît qu'il y a actuellement, Internet aidant, un réenchantement du monde. Voilà, c'est une hypothèse. Hein, moi, non, bien sûr, mais c'est votre hypothèse, et vous avez, au contraire, c'est très intéressant de l'entendre. En revanche, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne en généralisant, en disant toutes les élites, quelles qu'elles soient, politico, médiatico, sachantes et compagnie, vous estimez vraiment qu'ils n'ont plus rien à dire, ou qu'elles n'ont plus rien à dire? Disons que, non, j'exagère, mais un peu ce grand théoricien qu'est Raymond DeVos, quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Donc, en la matière... C'est vrai qu'il y a beaucoup de salivation. Non, en gros, il y a pas mal ce que j'appelle, moi, des Niagara d'eau tiède de bons sentiments. Hein, ça coule comme cela, etc. Alors, bien sûr, je ne peux pas, puisque vous m'invitez, je ne peux pas dire que tous les journalistes... Non, c'est pas pour ça que je vous invite, vous le savez. Et d'ailleurs, je rappellerai, et moi ça ne me gêne pas du tout, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, comme des sociologues, comme d'autres, mais je rappellerai la phrase quand même, c'est intéressant, vous voyez, c'est une phrase terrible de Friedrich Nietzsche, 1882, dites-la. Oh ben non, encore un siècle des journalistes, mais les mots purons. Voilà, c'est méchant. C'est très méchant. Quelques années au préalable, Nietzsche disait quelque chose de cet ordre. Il parlait de la presse en disant vomitus matutinus. Il a oublié qu'il y avait des journaux du soir à l'époque. Mais en même temps, heureusement, beaucoup effectivement essaient de sortir la chose. Évidemment, je suis obligé d'indiquer cela pour montrer un peu ce qui est une tendance quand même. Bien sûr. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire restent sur des schémas déphasés. Parce que la doxa, vous dites, le discours dominant est un discours de quoi? Comment vous définiriez, justement, à l'ombre de Dionysos, et les soulèvements et la solidarité, comment vous définiriez aujourd'hui le discours dominant? Discours dominant, j'ai le tripode, moi, que je répète d'une manière lancinante aussi, dans mes livres, et quand on prend le risque de m'inviter, c'est, dans le fond, l'individualisme, rationalisme, progressisme. Voilà le tripode à partir duquel s'est construit au 18e Descartes, 18e siècle la philosophie des Lumières, 19e siècle les grands systèmes sociaux, et puis le 20e siècle tant bien que mal à continuer cela. Et c'est ce qui sert de base au discours officiel. Alors que de fait, pour moi, dans ce qui est la sagesse populaire, dans ce qui est la vie de tous les jours, j'ai dirigé pendant longtemps un centre sur la vie quotidienne, qui était mon dada, si vous voulez, théorique, à la Sorbonne. C'est le contraire. J'avais proposé d'une manière provocante, non pas l'individu, mais le tribalisme, la communauté. C'est plus simplement le rationalisme, mais c'est l'émotionnel
C'est ça mon livre, Dionysos, montrant qu'il y a pour le meilleur et pour le pire, retour de cet émotionnel. Et puis c'est plus demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, le progressisme, mais présent. Ici et maintenant, cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Même ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin parlent du carpe diem. Carpe diem, absolument. Il ne faut pas confondre avec la carte farcie. Je dis ça en Alors, voyez, voilà pour moi le glissement. C'est-à-dire cette élite, gauche et droite confondues là-dessus, soyons clairs, continue à nous seriner des valeurs sur le progrès, rationalisme, machin chose, etc., mort moelleux, je dirais. Alors que, de fait, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation, c'est-à-dire, encore une fois, dans ce... Solidarité, émotion, humanité, vous diriez? Oui, un humanisme intégral. Ouais. Vous voyez, Simmel, qui est un philosophe et sociologue qui m'a beaucoup inspiré, disait, à certains moments, quand il y a des transmutations d'époque, etc., il dit, il faut être attentif au roi clandestin de l'époque. Le roi clandestin. Belle expression, c'est une petite figure très belle expression, un peu romantique. Alors en gros, pour moi, si vous voulez, mon travail, depuis une quarantaine d'années, c'est ce que je résume dans ce livre-là, eh bien c'est ce roi clandestin. Pour moi, c'est Dionysos, ce roi clandestin. Ce qui est officiel, c'est Prométhée ou Apollon, c'est-à-dire le truc du travail, etc. Vous savez que pour Marx, la figure mythique de Karl Marx, c'était Prométhée déchaîné. Belle image. Alors que, et c'est vrai que c'était une belle image. C'est le 19e siècle. C'est le début, c'est l'industrie, c'est l'économie, c'est l'homme qui se libère, etc. Exactement. On va rien dire là-dessus. C'est bien vrai. Mais voilà, dans le balancement des histoires humaines, puisque vous avez cité Nietzsche, voilà, il y a des moments où prédomine cette figure prométhéenne, d'autres moments, c'est mon hypothèse, où revient en force la force dionysiaque. Alors on va voir si la force dionysiaque est bien là après cette petite pause. À tout de suite. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre Michel Maffezoli, auteur de L'ombre de Dionysos, édition du Cerf, et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. À l'ombre de Dionysos d'ailleurs, Michel Maffezoli, Société Lexio, c'est un livre qui a reparu, réédité à plusieurs reprises et que je vous recommande vraiment, parce que justement Dionysos, il a fort à faire aujourd'hui, s'il a à faire, parce que quand même, on en parlait, Michel Maffezoli, en antenne, on est quand même un peu, il y a beaucoup de gouvernement par la peur, ce management de la peur dont on parle, et puis, à l'époque woke, cancel culture et compagnie, on va pas s'étendre là-dessus, mais quand même, attention, ce n'est plus, il est interdit d'interdire, il est recommandé d'interdire, ce qui ne rentre pas, que ce soit du genre, à MeToo, à Balance ton porc, à tout cela, et très bien, il y a des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Justement, alors comment Dionysos peut-il se développer à l'ombre de cette espèce de commandement, de doxa, en disant non, là vous touchez pas, là attention, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, crédit social, etc. Vous venez de le dire, moi je vais développer ça, ce wokisme, en montrant que c'est tout simplement la fin des Lumières. C'est un combat d'arrière-garde. Et les combats d'arrière-garde, moi j'ai eu un vieux prof à Strasbourg, Julien Freund, qui m'avait indiqué, ce sont les plus sanglants. On pressent qu'on a perdu, donc on tue. Et pour moi, la stratégie de la peur, et le wokisme en est une bonne expression, c'est tout simplement un combat d'arrière-garde. Je dis bien, je suis scandaleux ce que je dis, c'est la fin de la philosophie des Lumières. C'est la même logique, en quelque sorte. Pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi? Tout simplement, quelque chose qui est woke. Je suis éclairé. Oui, éclairé, oui. Oui, c'est marrant, il y avait les philosophies de lumière, et le même mot est reproduit pour censurer. Il faut rester au terme pour se rendre compte que c'est dans la même logique, avec la même prétention, en termes pas psychiatriques, puis c'est pas mon genre, mais en termes littéraires, en grec, c'est une paranoïa. Paranoïa, en grec, ça veut dire je pense par en haut. Les grands paranoïaques sont des vrais rationalistes. Paranoïa, c'est penser par paranoïenne. Bon. On va faire une émission avec Michel Maffezoli là-dessus. À mon avis, c'est du service public, ça. Bon, voilà. Donc, il y a ce côté paranoïaque. Je dis bien, pensée verticale. Moi, je sais. Toi, tu sais pas, etc. T'es nul. Bon, tu sais quoi. Et alors, à l'opposé, le titre que j'avais donné à l'époque, L'ombre de Dionysos. C'est de rappeler qu'un homme sans ombre n'existe pas.
Et qu'une société sans ombre n'existe pas. Moi, j'avais lu ça en lisant Camusot, qui est un romancier allemand du 19e siècle, où il rappelait qu'on ne peut pas être sans ombre. Hein. Il y a toujours... S'il y a le soleil. Et il y a du soleil, il y a du soleil, voilà. Et donc c'est cette conjonction, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où il y a le bien et le mal, hein. On le voit pour la guerre, on le voit pour la santé, etc. Non, la complexité est réelle. Le grand Edgar Morin nous avait dit ça, des belles choses sur la complexité, par exemple. Voilà. Et donc du coup, moi je pense qu'il y a lieu d'être attentif à ce côté, alors si je dis encore un néologisme, contradictoriel. Vous voyez, la contradictoriel, c'est l'encontre de la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Je vais dépasser l'antithèse en synthèse. Là, le contradictoriel, c'est que le contraire est maintenu en tant que tel. Et ceux qui on en discute. Voilà. Et on débat. Voilà, il y a du débat. Oui, mais alors justement, comment vous expliquez cette extraordinaire, enfin, pas non plus, je dis pas que c'est majoritaire, mais enfin, cette espèce d'amour presque des lois d'interdiction, ou des lois de censure, ou des lois de limitation, etc., etc. Je dirais, d'assignation à résidence. Vous êtes dans votre genre, votre sexe, votre ethnie, votre ceci, votre cela. Assignation à résidence. Moi, je pense qu'il y a plutôt une de mes grandes catégories quand j'étais jeune, hein, c'était l'idée de ruse, de duplicité. Apparemment, je suis soumis et j'en ruse pas moins. C'était ça, je travaillais sur l'aliénation dans le sens marxiste du terme, ou Georg Lukács, etc. Je me disais, je voyais, moi, c'était mes premières études, encore une fois, de montrer que, oui, apparemment, je suis soumis, c'est vrai, et il n'en reste pas moins que je trouve des manières d'être. La ruse de la duplicité. Je vous rends attentif à cela. Moi, je considère que c'est cette ruse qui est ce qui permet sur la perdurance sur la longue durée. Hein, il y a toujours des moments totalitaires. Les gens trouvent des chemins de traverse. Trouvent des chemins de traverse. Hein, c'est un peu ça, une perspective heideggerienne. Hein, c'est-à-dire, un chemin de traverse. Et c'est ce qui permet, je dirais, la continuité de l'existence, tout simplement. Donc, ce n'est plus, à proprement parler, l'idée de révolution. C'était quoi l'idée de révolution? C'était l'avant-gardisme stalinien ou léniniste. Hein, c'est-à-dire que moi je sais, toi tu sais pas, je vais t'amener à la révolution. Hein, je vais donner sa conscience au peuple. Je vais indiquer au peuple la voie à suivre. Voilà, les lendemains qui chantent, tout ça. Moi je considère qu'il y a plutôt cette sagesse populaire qui est de mon enracinement personnel, mais qui est un peu ce que j'ai pu observer dans mes diverses études. Et voilà, ma réponse elle est là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, apparemment il y a quelque chose qui est étal. Et l'image que je donne, puisque je viens d'employer le mot, j'aime beaucoup marcher en montagne. Hein. Les lacs d'haute montagne, l'eau est étale puisqu'il n'y a pas de grand courant. Et en dessous, ça grouille, ça fourmille. Et de temps en temps, vous avez ces immenses bulles, vous voyez, avec des métastases qui sortent, qui sont fortes et qui cessent rapidement, c'est vrai. Mais ce ne sont que des bulles, cher Michel. Oui, mais des belles bulles. Des belles bulles. Et on pourrait dire des balbutiements. Moi, je crois à ce balbutiement. Je pense, si vous voulez, et c'est ça le vrai débat qui fait défaut de mon point de vue, soyons clairs quand même, massivement. Hein, c'est pour ça que la presse, mais pas que ça, hein, je veux dire, les experts, etc. À l'opposé de ça... Ce qui fait défaut, c'est ce débat. En fait, il me semble. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'essentiel des gens ne vont plus regarder la télé, écouter les radios, lire la presse. Quand on sait qu'actuellement, quand on additionne Libération, Le Figaro et Le Monde, on a 500 000 lecteurs. Qu'est-ce que c'est une population de 68 millions d'habitants. Voilà. Donc du coup, il y a lieu d'être attentif à cela. Moi, je vois combien mes étudiants, mes enfants, n'ont pas de télé. Ils lisent pas, ni livres. Les livres, c'est différent. Ça, c'est différent, à mon avis. Par contre, aucun n'a un truc de télé, on a un écran, une télévision dans la maison. Et ils ne lisent pas la presse écrite? La presse, plus du tout. Plus du tout. Moi, je vois dans ma carrière, je faisais mon cours à l'Amphi d'Urquhart, il y avait la pile du Monde qui était là, gratos. Les gens prenaient pour aller... Je faisais mon cours à 5h30, etc. La dernière décennie, la pile était là, il n'y avait plus, là. C'est un petit indice anecdotique, ce que je dis. Mais enfin, c'est quand même quelque chose auquel il y a lieu d'être attentif. Voilà. Il y a un vrai décalage actuellement. Il y a un vrai décalage. C'est vrai. Et on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs, bien sûr. Les auditeurs arrivent. De plus en plus nombreux. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Tout de suite, on va faire une petite page de pub. Après, on recevra tous nos auditeurs. À tout de suite sur Sud Radio. Très bien. Sud Radio. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
chers auditeurs, 13h41, vous le savez, c'est votre moment pour participer à la discussion avec André Berkoff et Michel Maffezoli. Et tout de suite, on accueille Vincent de La Rochelle. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Écoutez, je vous remercie. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. Et je vous remercie. C'est la deuxième fois que vous me faites l'honneur de m'entendre. Mais on est heureux de vous accueillir, Vincent. Donc j'étais, alors d'une part, je buvais un verre de mon déjeuner, de vin, et comme Dionysos, si je ne me trompe pas, est le dieu de la vigne et du vin, j'étais assez... Absolument. Dites-moi, c'est un peu coupé, Vincent. Vous n'avez pas mis de haut-parleur, etc. Parce que non, j'ai pas mis de haut-parleur. Alors, je suis peut-être pas dans une bonne pièce. Je vais changer peut-être de pièce. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, ça va. Oui, parce que c'était un peu haché. Allez-y. Voilà, allez-y, Vincent. Oui, je disais que Dionysos, sauf erreur de ma part, est le dieu de la vigne et du vin. On l'a entendu. Votre invité, donc. L'évoquait évidemment, et en fait je voulais à cette occasion-là également intervenir pour déjà vous remercier donc de permettre une liberté d'expression et m'inquiéter de ce que cette liberté d'expression dans les médias n'existe pas autant. Et une de mes questions, c'était notamment celle de savoir si cette députée parlementaire qu'on a entendue tout à l'heure de 2LV... Sandrine Rousseau, vous parlez de Sandrine Rousseau. Oui. Alors, enfin, c'est celle qui est intervenue, donc, et qui est intervenue dans les commissions européennes. Dominique Voynet, Michel Rivasi. Voilà, c'est ça, Michel Rivasi, oui, absolument. Et donc, qui fait un travail extraordinaire. Oui, tout à fait. Moi, je serais curieux de savoir si cette personne arrive à se faire entendre dans les médias de la pensée unique aujourd'hui. Et en fait... votre invité nous disait tout à l'heure encore un siècle de journalistes et les mots purons. Mon inquiétude, c'est celle-là en fait, et notamment, enfin bon, je pourrais parler, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je comprends. Mais je voudrais juste répondre assez très rapidement là-dessus. D'abord, Michel Rivasi, oui, arrive à se faire entendre, et Nietzsche, tout Nietzsche qu'il est, vous savez, un philosophe généralise, hein, c'est la formule qui compte, la formule qui compte. Alors évidemment, c'est tout à fait étincelant, mais ça ne veut strictement rien dire. Michel Rivasi, d'abord, tout pour vous dire, sa parole passe, peut-être pas partout, mais honnêtement, elle passe, et quand elle est écoutée, et pas seulement à Sud Radio, et heureusement, voilà, elle passe. Maintenant aussi, vous savez, c'est toujours pareil, attention aux généralisations. Il y a, je répète, je le dis souvent, il y a à la radio, à la télévision, dans la presse et ailleurs, des journalistes qui font très bien leur boulot, comme dans les réseaux sociaux, il y a des chroniqueurs, des chercheurs qui font aussi un boulot passionnant. Moi, je ne sépare pas, quand on dit les réseaux sociaux avec une espèce de pointe de dédain, c'est grotesque. Il y a le meilleur et le pire, comme dans la presse, comme dans la radio, comme dans tous les métiers. Vous avez des gens qui font vraiment leur boulot, qui transmettent, et puis d'autres qui le font moins. Voilà, et à chacun d'entre nous, d'entre vous, de choisir, de regarder, de mettre effectivement, je dirais, la hiérarchie des priorités et de remettre les églises au centre des villages, au sens symbolique du terme, bien sûr. Oui, alors je comprends. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Simplement, on voit que quand même le pouvoir des médias que l'on entend le plus souvent, donc je ne vais pas les citer, est très important, et que si on avait des médias qui peut-être aussi osés que ceux qu'on peut trouver chez les anglo-saxons notamment, parce qu'en fait on s'aperçoit que le Washington Post ou des journaux comme cela arrivent à s'exprimer sur différents sujets avec des interrogations, notamment sur ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe dans différents autres domaines. Et malheureusement, enfin, j'écoutais encore hier, bon, pour ne pas citer BFM TV, j'étais étonné. Ouais, j'étais intéressé parce que donc il recevait un diplomate russe qui expliquait des choses qu'on entend à votre antenne très bien, et puis mais malheureusement il se faisait pas entendre et donc il était totalement contré. Donc en fait voilà ma question. Alors je veux pas insister trop, mais la sagesse populaire suffira-t-elle à sauver le monde? Alors bonne question, Vincent. Ouais, alors juste et puis j'en termine là. Mais Socrate, pendant l'épidémie d'Athènes, contrairement à ce que nous disait un sénateur français, il se promenait pieds nus pendant l'épidémie, il allait parler aux uns et aux autres, il faisait preuve d'une grande sagesse,
et d'une grande communication avec les autres. D'accord. Voilà. Alors Vincent, Michel Maffezoli, effectivement, est-ce que la sagesse populaire suffit à faire changer les choses, étant donné l'opinion dominante, ou en tout cas la publicité des opinions? Oui. Péremptoirement, c'est pas Socrate qui se promenait nu, c'est une autre figure très intéressante qui est Diogène. Et Diogène avait ce côté justement qui pourrait être l'anarchiste contemporain, c'est-à-dire une espèce de sceptique qui ne croyait pas aux valeurs établies, au système par trop dogmatique, mais qui au contraire engageait la discussion. Alors je dis oui parce que encore une fois, soyons clairs, André Berkoff a raison, il ne faut pas généraliser, et je suis tout à fait en accord avec cela, mais il faut faire preuve, et de mon point de vue, il y a des éléments qui peuvent nous le permettre. Pour moi, la grande catégorie, je vais encore, cher ami, vous le dire en latin, importante pour moi, c'est la discrétion. On a traduit discrétion par discrétion, c'est le discernement. Et c'est la grande catégorie philosophique. Et donc il faut faire preuve de discernement. Et la sagesse populaire, à l'encontre de ce que l'on croit, a ce discernement. Et elle sait justement repérer ce qui mérite d'être repéré et rejeté. On métabolise et on défèque. Voilà la bonne sagesse populaire, d'une certaine manière. Et en la matière... Attendez, c'est beaucoup mieux qu'on éteint, on décale. On va proposer ça à Agnès. On rationalise et on défecte. Agnès Pannier-Runacher, retenez cela. Mais encore une fois, il y a toute une série d'indices, de lieux. Sud Radio, l'émission de Berkoff en est une, France Ce Soir en est une autre. Des chercheurs comme Jean-Dominique Michel montrent. On a des multiplicités de petits endroits où il y a non pas la vérité. Il n'y a pas la vérité, mais où il y a le vraisemblable. C'est Abélard, moi, qui est mon inspirateur au XIIe siècle, disait non pas la vérité, mais le vraisemblable. Oui, il lui arrivait des choses un peu fâcheuses. Oui, le pauvre. Lucien. On continue notre tour d'auditeur pour recevoir maintenant Pascal de Grenoble. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute Pascal. Alors, je voudrais poser d'abord bonjour, puis bravo pour l'émission quotidienne, quoi. Merci. Et puis, j'aime bien Michel Maffezoli, quelqu'un d'intéressant. Et j'ai une question concernant sa définition de Dionysos comme un dieu chtonien. Oui. Chtonien, il dit que c'est un terme qui veut dire indigène ou autochtone, si j'ai bien compris. Autochtone, oui, je connais. Oui. Autochtone, c'est bien ça, oui. Oui, et notre définition, celle que je trouve moi, c'est plutôt souterrain ou pour les dieux, c'est plutôt des dieux souterrains ou des dieux des enfers. Est-ce qu'il y a un rapport entre souterrain et autochtone? Oui, c'est ça. Oui, Pascal. Oui. Oui, mais bien sûr, un dieu chtonien, c'est-à-dire un dieu de la terre, pas un dieu du ciel simplement, c'est-à-dire purement rationaliste. Et en même temps, oui, il accepte l'ombre, peut-être démoniaque. Le démoniaque n'est pas dérangeant, daimon, dirait Socrate, c'est les esprits qui nous parlent, d'une certaine manière. Donc il y a cette dimension, mais Dionysos c'est une figure pour moi passionnante, c'est mon petit dieu chéri, donc je ne vais pas continuer à en parler, mais il y a un chapitre de mon livre, on aurait dû dire ça à l'auditeur précédent, qui s'appelle le Bacchus fédérateur. C'est-à-dire qu'il y a justement dans le symposium, dans le fait de boire du vin ensemble, quelque chose qui a ce côté, dans le sens fort du terme, de fédération. De liaison, dans le sens fort du terme. Alors, soyons clairs, dans Bacchus, et dans Dionysos, puisque l'un est le nom grec, l'autre est le nom latin. Mais il y a cette dimension d'ombre. Moi, j'ai dit, enterrée, pourquoi pas? N'ayons pas peur de cette idée de ce que j'appelle, moi, une centralité souterraine. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui est là. Et que la plante humaine, tout d'un coup, est en train de se souvenir que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà mon hypothèse. Et de soleil pour se développer. Oui, Pascal, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ai un deuxième volet à ma question. À partir de là, si on perd un peu la spiritualité chrétienne de vue dans notre société, vous pensez que le dionysisme, quelque part, peut influencer la société et supplanter cette religion qui est en déclin? Oui, c'est un autre débat. Là, vous m'embêtez un peu parce que je serais un catholique non chrétien, moi. Oui, c'est intéressant. Voilà, spécial, ça, oui. C'est un peu spécial. Non, Auguste Comte, c'était ça. Excusez-moi, mon compatriote Auguste. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le vrai catholique? Le christianisme anglo-saxon a dominé, c'est-à-dire l'individualisme. Moi, sola fide, Luther. Ouais. Alors que le vrai catholicisme a des cultes des saints.
au sein un culte du lit, à la Vierge Marie un culte d'hyper du lit, à Dieu un culte de la tri. Mais il y a dans ce culte des saints quelque chose qui est pour moi polythéiste. Voilà, cher ami, pourquoi se dire que... Oui. et de mon point de vue, dans l'Église traditionnelle, il y a retour de cette espèce de culte des saints, je dis bien un peu assez polythéiste, hein, il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que Michel Maffezoli, son prochain livre, pas celui des peurs, s'appellera Le paganisme catholique, un essai de synthèse. Lucien. Merci beaucoup Pascal. Et maintenant on accueille Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour à la lumière, c'est-à-dire Lucien, et bonjour à Monsieur Maffezoli. Je vais essayer d'être dans la probité, la preuve, et la discrétion, le discernement. Je vous ai fort bien écouté. Alors j'ai deux remarques, Monsieur Maffezoli. La première pour le wok. Je pense que nous sommes dans une période de la peur de l'an 1000, avec des gens qui sont tout à fait en rapport avec Pierre l'Ermite, qui a fait les croisades des gueux, c'est-à-dire des gens qui se sont fait découper vivants par les Turcs en Asie mineure. Ça ressemble beaucoup. On fait venir les masses sur le wok, sur le green et compagnie, et c'est en fait ces masses-là qui vont payer l'addition. Ma petite remarque, et j'espère que vous m'en voudrez pas, Monsieur Maffezoli, je pense que l'époque n'est pas celle de Dionysos, parce que Dionysos, ça serait plutôt mai 68. Dionysos, c'est le dieu qui vit deux fois. Mais je pense, alors en ayant réfléchi, que le titre de votre ouvrage, À l'ombre de Dionysos, vous avez voulu parler d'un dieu encore beaucoup plus profond, beaucoup plus noir, qui est le dieu Hadès, le dieu Pluton, c'est-à-dire le dieu de l'invisible, du caché, de la mutation, du sacrifice de ce qui était auparavant, en quelque sorte le mythe de Shiva. Ouais. Dans la culture européenne. Merci Christophe. Non, c'est Michel Maffezoli. C'est un peu difficile. Sur la deuxième question, on me fait souvent remarquer ce que vous venez de dire, et à juste titre, qu'il y a une ressemblance avec les philosophies extrêmes orientales. Moi, j'ai pas trop envie d'y répondre parce que c'est pas de ma compétence. Mais je vous sais. Non, mais sur le fond, quand il dit on n'est pas Dionysos, c'est non, plutôt ça j'ai entendu. Ça, la première partie de la seconde question, je vais vous dire, moi qui suis un vieil anarchiste et qui n'aime pas les lois, j'en ai une que j'ai formulée, c'est-à-dire que les choses sont, c'est d'abord secret, discret, affiché. Dionysos, secret, c'était le romantisme au 19e siècle. Oui. Dans l'entre-deux-guerres, c'est devenu le surréalisme. Oui. Etc. Et puis après, moi je dirais les années 60, ça s'est affiché, ça s'est répandu sans qu'on fasse référence au romantisme ni au surréalisme. Mais de mon point de vue, c'est en ce sens que je considère qu'il y a quand même cette espèce de diffusion des valeurs romantiques, surréalistes, situationnistes pour dire bref, qui se sont élaborées dans les années 60, un peu avant, et puis qui se répandent sans que les jeunes générations qui vivent ces valeurs-là fassent référence à ce que je viens de dire. Voilà ma réponse. C'est-à-dire que d'une manière diffuse, il y a quelque chose de cet ordre qui est en gestation. Les générations les vivent sans voir les références. Voilà, sans voir les références. Et c'est ainsi, ce que j'appelle affiché. Ça se diffracte. Le grouillement, il est là. Et je dois vous avouer que moi, je continue, pour diverses raisons, à continuer à avoir des groupes de jeunes qui viennent me voir, que je vais rencontrer, qui ont lu mes livres. C'est amusant. Parce que mes livres sont un peu ennuyeux, vous savez, donc ils sont un peu pénibles à lire. Mais avec lesquels il y a une discussion. Et moi, je maintiens, excusez-moi, il faudrait en discuter plus avant, mais plutôt, moi, c'est cette figure de Dionysos qui me paraît prévalente. Je ne nie pas que c'est un dieu pluriel. Qu'on ne peut pas le réduire à l'unité. En termes un peu philosophiques, je dirais c'est l'unicité et pas l'unité. Voilà la différence. L'unité, c'est fermé. L'unicité, c'est une cohésion, mais à partir de choses diverses. Oui, ça, c'est votre côté polythéiste aussi. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je suis un catholique. Voilà, tout polythéiste. J'aimerais répondre sur la première remarque, si vous permettez, André. Bien sûr. La première remarque, c'est qu'il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup frappé. Je vous le conseille, qui est de Delumeau, Jean Delumeau, sur la peur au Moyen-Âge. Et dans le livre que j'ai publié au mois de janvier, qui s'appelle Le temps des peurs, je me suis beaucoup inspiré de Delumeau. Et qu'est-ce qu'il dit là ?
il dit que justement, il y a en effet quelque chose qui est de l'ordre de l'imposition, de la peur. C'est l'Église dans son aspect rigide, etc., etc. Et en même temps, il y a toute une série de manifestations, de soulèvements. Ça va être la réforme, d'ailleurs aussi, qui c'est une forme de soulèvement contre la peur des indulgences, c'est-à-dire je donne de l'argent pour ne pas aller à l'enfer. Et puis à un moment donné, il y a une révolte qui se fait là contre. Donc voilà, soyons attentifs à les peurs régulièrement renaissent. Et en même temps, il y a une apparente soumission et régulièrement une insurrection comme cela. Voilà ma réponse. Et de ce point de vue, oui, les woke, puisqu'on dit comme ça, qui veulent être les éclairés. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est les successeurs des Lumières sont en même temps très fragiles. Et on verra que ça va payer. Eh bien, écoutez, nous suivrons tout ceci. Merci en tout cas, Christophe. Merci à tous les auditeurs.